Super. Est-ce que c'est bon? Et là, c'est parfait. Super, merci. Merci à tous, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Désolé de ne pas être parmi vous physiquement. Ça, je me rends compte que ça complique quand même un petit peu les choses. J'espère que vous allez pouvoir quand même tirer quelque chose de ma présentation. Donc, comme a présenté Camille, moi je suis chercheur à Grenoble, au CNRS, et je travaille sur la conscience et la métacognition. Donc, ce que je vais vous présenter, ça se situe bien en amont des applications cliniques et de neurofeedback, comme on a pu voir précédemment. Comme je me situe un petit peu en dehors de ce champ direct de neurofeedback, j'ai essayé de comprendre ce qui vous intéressait, et j'ai fait une chose très simple, c'est que j'ai lu le programme. Je vais enlever ce truc. Voilà. J'ai lu le programme et j'ai essayé donc de me situer dans la conférence, et j'ai pu voir dans le programme qu'il était question de comprendre comment le corps et le cerveau devenaient conscients de leur propre fonctionnement. Donc cette phrase m'a bien aidé, j'ai essayé d'articuler ce que je vais dire autour de cette phrase, et je vais me concentrer sur des termes bien spécifiques que vous voyez ici en rouge: le cerveau, la conscience et le sens du soi. Avant toute chose, comme ce sont des problèmes assez complexes, je vais essayer de poser des définitions simples de ce que j'entends par conscience. Et dans tout ce qui va suivre, je vais distinguer deux types de conscience différents. D'une part, la conscience de premier ordre, ou la conscience perceptuelle, et ça peut être défini comme ce que cela fait de percevoir l'environnement, d'avoir une expérience subjective du monde ou une phénoménologie. Donc c'est ce que dans la présentation précédente, on a appelé la sentience. Nous, dans notre domaine, c'est quelque chose qu'on réserve un peu à l'animal. Et on parle plutôt chez l'humain de conscience perceptuelle. Donc, par exemple, chez cet individu, ce que cela fait de percevoir une scène visuelle d'un homme qui promène son chien. Ça, c'est pour la conscience de premier ordre. Ensuite vient la conscience de second ordre, qui est notre capacité de penser nos propres pensées, c'est-à-dire faire preuve d'introspection. Je parle bien d'introspection et non d'interoception, mais il faut distinguer les deux termes, ou de métacognition, c'est-à-dire la capacité que l'on a à monitorer et à contrôler nos propres états mentaux. Voici pour ces deux définitions qui sont importantes, parce que je vais en permanence utiliser ces termes par la suite. Donc, en philosophie de l'esprit, la conscience est considérée comme un problème difficile. Je vous donne ici quelques citations de philosophes contemporains. Par exemple, selon John Searle, la conscience est le problème le plus important des sciences biologiques. Pour Dan Dennett, c'est un des derniers ou le dernier mystère survivant. Pour David Chalmers, c'est le problème le plus époustouflant des sciences de l'esprit. Pour Thomas Nagel, ça semble complètement sans espoir d'étudier la conscience. Et enfin, pour Jerry Fodor, personne n'a la moindre idée de comment quelque chose de matériel pourrait être conscient, et personne n'a même pas la moindre idée de ce que cela pourrait faire d'avoir la moindre idée de comment quelque chose pourrait être conscient. Donc, tout ça est complexe, et c'est complexe parce que ça en fait, sous-tend deux problèmes principaux en philosophie de l'esprit. On voit que cette dernière citation de Jerry Fodor, qu'un problème, c'est en fait le problème corps-esprit, c'est-à-dire essayer d'expliquer comment 1,2 kg d'eau et de matière grasse, de protéines dans mon cerveau, quelque chose de physique, donne lieu à la phénoménologie, à l'expérience subjective du monde. Ça, ce n'est pas un problème nouveau, et il est néanmoins très complexe. Un autre problème lié à la conscience qui rend son étude difficile, c'est ce qu'a souligné Thomas Nagel dans un article célèbre qui a posé la question qu'est-ce que cela fait d'être une chauve-souris, avec l'idée que la conscience étant quelque chose de privé et de subjectif, on aura beau décrire parfaitement le système nerveux de la souris, on n'aura pas la moindre idée de ce que cela fait de naviguer par écolocalisation. D'accord ? Donc, il y a comme un gouffre exponentiel, pardon, un gouffre explicatif dans le champ de la conscience. Donc, si c'est sans espoir, on pourrait s'arrêter là et je finirai ma présentation, sauf que il y a quelques décennies maintenant, des neuroscientifiques se sont emparés du problème de la conscience. Donc, c'est cyclique, hein, l'intérêt des scientifiques pour la conscience. Il y a des creux et des vagues, et en ce moment, j'ai l'impression qu'on est un petit peu au sommet d'une vague.
Et ça a commencé, là, cette dernière vague, avec sans doute Francis Crick et Christophe Corr, il y a une trentaine d'années, et puis plein d'autres. Mais Crick et Corr ont proposé ce que l'on a appelé l'étude des corrélats neuraux de la conscience. Donc, si je reprends cette personne-là qui perçoit une scène visuelle d'un homme qui promène son chien, l'étude neuroscientifique de la conscience consiste à aller chercher dans le cerveau de cet individu, par exemple ici, dans le lobe temporal médial, j'espère que vous voyez ma souris. S'il y a un moindre souci technique, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, dans le lobe temporal de cette personne, on présuppose qu'il existe un ensemble de neurones qu'on va appeler les corrélats neuronaux de la conscience. Donc, c'est un ensemble de neurones qui va corréler avec l'expérience subjective que nous rapporte l'individu. Par exemple, ici, la perception d'un chien. Et donc, le but du jeu dans l'étude de la conscience, ça va être de séparer, en gros, le bon grain de livret, de séparer ce sous-ensemble de neurones qui a rapport avec le percept conscient de tous les autres neurones qui font des choses fondamentales dans le cerveau, mais dont l'activité n'est pas directement corrélée avec le percept conscient. Et aujourd'hui, je vais étendre cette méthode à l'étude, cette fois-ci, de la conscience de second ordre, c'est-à-dire essayer de trouver un sous-ensemble de neurones qui ne corrèlent non pas avec le percept du chien, mais avec le fait de se représenter soi-même en train de représenter le chien. Donc des neurones dont l'activité corrèle avec des représentations mentales de second ordre. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de regarder si, ici, là, il y a un recouvrement entre ces deux sets de mécanismes neuraux. Donc, c'est la question que je pose. Est-ce qu'il y a un recouvrement anatomique et mécanistique entre les corrélats neuraux de la conscience de premier et de second ordre? En gros, est-ce que ici, là, cette partie du schéma, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est pleine? Et pour ça, je vais vous présenter des expériences qui mettent en jeu des paradigmes expérimentaux très simples, que je vais coupler avec des mesures d'électrophysiologie. Donc, nous, au laboratoire, on n'utilise pas des scènes visuelles avec des gens qui promènent des chiens, mais on utilise, en l'occurrence ici, des stimuli vibrotactiles. Donc, on demande à des participants, des volontaires, de venir au laboratoire et on leur attache un petit vibrateur ici sur le poignet qui va se mettre à vibrer pendant 100 millisecondes de manière pseudo-aléatoire pendant une fenêtre de 2 secondes. D'accord ? Et on règle l'intensité de ce stimulus de telle manière à ce qu'elle soit très faible et que de temps en temps la personne perçoit le stimulus et de temps en temps c'est tellement faible qu'elle le rate. Tout cela à intensité constante. Et de temps en temps, on ne présente rien du tout pendant l'essai, comme pour faire un leurre. Et donc la tâche du participant, c'est très simple, c'est de simplement nous dire oui ou non, est-ce que j'ai senti quelque chose pendant les 2 dernières secondes. Et donc comme ça, on peut dissocier 4 types d'essais en fonction de la réponse du sujet ici en haut et du fait qu'un stimulus ait été présenté, oui ou non. Donc si un stimulus était présenté et que la personne nous dit oui, j'ai senti quelque chose, c'est ce que l'on appelle un hit. Si elle nous dit non, je n'ai rien senti du tout, elle a manqué le stimulus, c'est ce qui s'appelle un miss. Si on n'avait rien présenté pendant cet essai et que la personne nous dit non, non, j'ai rien senti, c'est un rejet correct. Et si la personne a halluciné et qu'elle a rapporté avoir perçu un stimulus alors que rien n'était présenté, c'est ce qu'on appelle une fausse alarme. Donc tout ça, vous comprenez que ça nous permet d'étudier la conscience donc de premier ordre en contrastant notamment les essais hit où le stimulus a été ressenti, des essais miss où le stimulus a été manqué. C'est ce que je vais vous montrer par la suite. Maintenant, pour étudier la conscience de second ordre, ce que l'on fait, c'est qu'à chaque essai, on demande à l'individu de nous rapporter la confiance qu'il a d'avoir détecté le stimulus correctement ou non. Donc, sur une échelle visuelle analogue, le sujet bouge un curseur et indique s'il est sûr ou pas de sa réponse. Entre 100%, je suis prêt à parier que j'ai répondu correctement, 50%, j'ai répondu complètement au hasard, j'ai fait un pile ou face, et 0%, je suis certain d'avoir fait une erreur. Donc, si on demande par exemple à cette personne de faire une centaine d'essais de ce type, on peut représenter chaque essai sur un graphique de ce genre. Chaque essai est un point, et puis on va dissocier les essais qui étaient corrects, où la personne a correctement détecté le stimulus, des essais incorrects, donc en gros les fausses alarmes ou les miss.
Et on peut les représenter en fonction de la confiance ici sur l'axe des X. Et ce que l'on se rend compte, c'est que les participants sont capables en fait d'ajuster leur confiance au caractère correct de leur réponse. C'est-à-dire que si on trace une courbe qui relie ces points, on a, comme vous voyez ici, une forme de sigmoïde, et la pente de la sigmoïde indique donc la capacité des gens à ajuster leur confiance à leur réponse précédente, ce qui nous donne un indice de performance métacognitive. C'est comme ça que l'on définit la métacognition dans ces paradigmes. Donc voilà pour le paradigme comportemental qui est assez simple. Et par la suite, je vais coupler ce paradigme expérimental à des mesures d'électrophysiologie. Je vais vous présenter plusieurs types d'enregistrements aujourd'hui. Commencer par le niveau du scalp, des populations de millions de neurones simultanément. Donc on a fait ça chez les volontaires sains, et ça a le mérite d'être une mesure, comme vous savez, qui est non invasive. Donc ici, je vous montre ce qu'on appelle un potentiel évoqué, que l'on a mesuré chez 18 volontaires sains au niveau d'électrodes là sur le scalp. Ici, c'est un moyen-âge sur ces 3 électrodes qui sont situées au niveau du cortex pariétal. Et ce que l'on voit, c'est l'amplitude de l'électroencéphalographie en microvolts au cours du temps, le 0 étant le moment où le stimulus a été présenté. Le stimulus est représenté ici. Et ce que je vous montre, c'est l'amplitude de l'EEG en bleu lorsque le stimulus a été perçu, dans le cas d'un hit, et en rouge quand il a été manqué, dans le cas d'un miss. Et puis la teinte de couleur indique le niveau de confiance que le participant ou la participante a donné dans sa réponse. Et ce que l'on voit, c'est que jusqu'à environ 150-200 millisecondes, il n'y a pas de différence entre les hits et les miss, puis l'amplitude de l'EEG augmente spécifiquement pour les hits, et elle augmente d'autant plus que les essais sont associés à une confiance élevée. Donc avec ce graphique, ce potentiel évoqué, on voit qu'il y a des mécanismes pour la détection, donc pour la conscience de premier ordre, pas vraiment des mécanismes, en tout cas des signatures électroencéphalographiques pour le premier ordre, et également pour le second ordre. Et si vous vous souvenez, la question que j'ai posée, c'est pas celle-ci, c'est de savoir s'il y a des mécanismes communs entre le premier ordre et le second ordre. Donc, pour répondre à cette question, on a mis en place des méthodes d'apprentissage machine où en fait on a combiné, on n'a pas fait un moyen-âge en fait, de 3 électrodes, mais on a combiné l'activité, le signal de toutes les électrodes du bonnet, donc soit 64 électrodes, et on a construit, via des méthodes d'apprentissage machine, un décodeur qui permet de nous dire si l'essai est plutôt un hit, plutôt un miss. C'est ce que je vous montre ici sur le plot de droite. Donc, ici, ce sont les performances de ce décodeur de premier ordre. On voit qu'avant que le stimulus soit présenté, le décodeur est incapable de nous dire si l'essai est un hit ou un miss, ce qui n'est pas étonnant. Et on voit que la performance de ce décodeur augmente au cours du temps et atteint un plafond et puis diminue. Donc ça, très bien, ça nous permet de classifier si l'essai est un hit ou un miss. Maintenant, pour voir s'il y a des mécanismes communs entre le premier ordre et le second ordre, ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris les paramètres de ce décodeur et qu'on les a corrélés avec les jugements de confiance. Et à une période donnée, au cours de chaque essai, qui est représenté ici en noir, en gras, on a vu qu'il y avait une corrélation significative entre le décodeur de premier ordre et les jugements de confiance. Donc ça, ce que cela implique, c'est qu'il y a bien une représentation électroencéphalographique qui est commune entre les jugements de détection et les jugements de confiance, et que donc il se peut qu'il y ait des mécanismes communs entre la conscience de premier ordre et de second ordre. Comme je vous ai dit, l'électroencéphalographie permet de mesurer des millions de neurones à la fois, et on fait ça au niveau du scalp, donc on n'a pas une résolution spatiale qui est excellente. Donc pour essayer de regarder les choses un petit peu plus précisément, on a profité d'un essai clinique sur un patient épileptique chez qui on a implanté une microélectrode, ici directement posée sur la surface du cerveau, sur le cortex. Et cette microélectrode permet cette fois-ci de mesurer des neurones uniques. Et elle était placée exactement au niveau du cortex pariétal. C'est ce que je vous montre ici.
avant d'aller aux hôpitaux de Genève, en collaboration avec le centre Vis, et qui a été mené par Michael Pereira, qui est un postdoctorant dans mon équipe. Donc là, je vous montre l'hémisphère gauche du patient épileptique qui a été implanté. Vous voyez ici le petit carré rouge. Donc c'est l'endroit où la microélectrode a été insérée par les neurochirurgiens, juste en arrière du sillon post-central. Ici, là, vous avez une photo du champ opératoire. Donc, vous voyez, ici, c'est la petite microélectrode qui fait 5 mm par 5 mm, qui possède 100 canaux, et donc qui permet de mesurer des neurones individuels. Pourquoi on était intéressé par ce patient spécifiquement? Parce que cette région du cortex pariétal postérieur, elle est impliquée dans des mécanismes de prise de décision. Ça, c'est bien décrit chez le primate non humain. Et dans la suite de la présentation, je vais essayer de faire des rapprochements en fait, entre la prise de décision et la conscience. Vous allez comprendre. Donc, au lit du patient, on lui a demandé de faire cette tâche de détection de stimuli vibrotactiles, puis de nous donner des jugements de confiance en ses réponses. Ici, je vous montre les résultats de 3 neurones que l'on a pu isoler parmi des dizaines d'autres. Ce sont des plots un petit peu compliqués que je vais disséquer avec vous. Donc là, il y a 3 neurones ici en vertical. Là. En bas de chaque plot, c'est ce qu'on appelle un raster plot. Sur l'axe des X, on a le temps. Donc le 0, c'est toujours le moment où le stimulus est présenté. Dans l'axe des Y, c'est les différents essais que le patient a réalisé. Et à chaque fois qu'on trouve un potentiel d'action, donc un neurone qui décharge, on le représente par un petit point rouge si c'est un miss ou bleu si c'est un hit. Et si l'on moyenne à travers tous les essais, on se retrouve avec un peu comme en fait un potentiel évoqué que je vous ai montré à l'électroencéphalographie tout à l'heure. Et comme précédemment, on trouve que après un certain temps de latence, il y a une réponse, cette fois-ci neuronale, différente entre les miss et les hits, avec un taux de décharge moyen plus élevé pour les hits en bleu. Donc ça nous dit que de nouveau, on trouve des mécanismes, cette fois-ci au sein de neurones uniques, qui différencient un stimulus qui est détecté consciemment ou non. Et comme précédemment, je vais essayer de répondre à la question, y a-t-il des mécanismes communs entre la détection et la conscience, entre la conscience de premier ordre et de second ordre? Et pour ça, on a mis en jeu les mêmes techniques d'apprentissage machine, où tout d'abord, on a construit, en mettant ensemble tous les neurones, un décodeur qui nous permet de décider, de deviner si l'essai va être plutôt un hit ou plutôt un miss. Donc de nouveau, ce sont les performances du décodeur au cours du temps. Rien de très intéressant avant que le stimulus soit présenté, un petit temps de latence, et puis on se met à pouvoir détecter au-delà du niveau de la chance les réponses de détection. Et comme précédemment, on a pris les paramètres de ce décodeur, on les a corrélés avec les jugements de confiance, et on s'aperçoit également qu'il y a une corrélation significative avec la confiance que rapporte le patient dans sa réponse, notamment pour les hits après plusieurs centaines de millisecondes. Donc de nouveau, ça suggère qu'il y a des représentations neuronales communes entre la détection et la confiance. En guise de conclusion intérimaire, j'ai essayé de vous montrer qu'il y a des marqueurs communs de détection et de confiance au sein du cortex pariétal postérieur. Donc ici, là, il y a un recouvrement des corrélanaux de la conscience de premier ordre et de second ordre. Et dans la suite de la présentation, je vais essayer maintenant d'aller au niveau des mécanismes et essayer de comprendre ce qui peut se passer dans ce cortex pariétal qui expliquerait les réponses de détection et de confiance. Donc de nouveau, avec Michael Pereira, on a essayé de mettre en place des modèles computationnels qui sont typiquement utilisés pour expliquer la prise de décision. On a essayé de les appliquer au jugement de détection et au jugement de confiance. Donc, ce sont des modèles mathématiques, vous avez l'équation qui la régit ici. Je vais vous l'expliquer moi sous forme graphique. Donc de nouveau, là, on a l'axe des X qui représente le temps. Donc la fenêtre des 2 secondes pendant laquelle le stimulus peut être présenté. Le stimulus intervient à n'importe quel moment pendant ces 2 secondes. Et ici, on prend l'exemple d'un essai où le stimulus est présenté à peu près 1 seconde après le début de l'essai. Et on va essayer de modéliser ce qui se passe dans le cerveau au cours de cet essai. On modélise en fait l'évidence perceptuelle en faveur de la détection d'un stimulus.
Donc cette évidence, elle est représentée ici par une courbe bleue. Avant que le stimulus soit présenté, l'évidence en faveur de la présence du stimulus, elle oscille de manière bruitée, aléatoire et ne converge nulle part. Et à partir du moment où le stimulus est présenté, donc là, ici, là, avec cette ligne verticale, il y a un petit temps de latence qu'on appelle le temps de non-décision, puis un gros boost dans l'accumulation d'évidence. Vous voyez ici, là, l'évidence en faveur de la détection du stimulus augmente jusqu'à passer cette ligne horizontale noire qu'on appelle le seuil de décision. Donc c'est une représentation mathématique qui nous permet de dire que lorsque le seuil de décision est passé, le patient va nous dire oui, effectivement, j'ai senti un stimulus. Maintenant, dans le cas d'un essai qui a été manqué, donc un miss, ce que l'on modélise, c'est que l'évidence accumulée, certes, est non nulle, donc le stimulus est présenté, l'évidence augmente, mais pas suffisamment pour passer le seuil de décision. Et donc la règle fait que, dans ce cas-là, le sujet va dire « non, je n'ai rien senti, il n'y avait pas de stimulus ». Dans le cas maintenant d'un rejet correct, où aucun stimulus était présenté pendant l'essai, eh ben l'évidence accumulée oscille toujours autour de 0 de manière bruitée, et de la même manière, la personne répond « non, je n'ai rien senti ». Donc ça, cette règle simple là, du passage d'un seuil de décision nous permet d'expliquer les jugements de détection de manière assez simple. Et maintenant, comment on peut trouver, avec le même modèle computationnel, une règle qui nous permet de décider la confiance qui va être attribuée à la réponse. Donc, dans ce modèle, on a testé plusieurs règles qui nous permettent de définir la confiance. Je vais vous passer les règles qui ne fonctionnent pas bien et je vais simplement vous montrer celle qui fonctionne le mieux. Elle est très simple. Elle dit en fait que la confiance est proportionnelle au maximum de l'évidence accumulée au cours du temps, à la fois pour les hits et pour les misses. Donc ici, si l'évidence maximale, peu importe le seuil, atteint ce niveau donné, la personne va indiquer un niveau proportionnel de confiance. Si, je ne sais pas, si l'évidence accumulée était pour une raison X ou Y bien plus élevée, la personne aurait indiqué une confiance bien plus élevée. Et de la même manière pour les misses. Si l'évidence en faveur de la détection d'un stimulus est faible, la personne va indiquer qu'elle est sûre de n'avoir rien perçu du tout. En revanche, si l'évidence atteint presque le seuil de décision, la personne va dire « je n'ai rien senti, mais je n'en mettrai pas ma main à couper ». D'accord ? Donc c'est la règle de l'évidence maximale. Donc avec ce modèle, on a essayé de reproduire les données comportementales de nos participants. Ici, ce sont les données de détection. Donc vous avez le taux de hit, le taux de fausses alarmes, avec un cercle pour les données et une croix pour le modèle. Et vous voyez qu'on obtient vraiment les mêmes proportions de hits et de fausses alarmes entre le modèle et puis les données observées. Et on peut également reproduire les jugements de confiance que nous donnent les participants, que ce soit pour les hits, les misses ou les rejets corrects. De manière, vous avez en gros les croix qui sont pas trop éloignées des cercles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a même réussi à reproduire les données électroencéphalographiques, donc les potentiels évoqués que je vous présentais tout à l'heure. En bleu et en rouge, ce sont les données observées, et en noir, très plein et pointillé, ce sont les données que nous prédise le modèle. Très bien, donc qu'est-ce que tout cela veut dire? Ça veut dire que l'accumulation d'évidence permet d'expliquer les marqueurs comportementaux et neuraux de la détection et de la confiance, et donc ce qui nous fait dire qu'il pourrait y avoir en fait des processus de prise de décision qui sont mis en jeu lors des rapports conscients de premier ordre et de second ordre. Toujours pour aller plus loin, plus profondément dans le cerveau, je vais vous parler maintenant d'un autre type d'enregistrement qui ne se fait plus au niveau de la surface du cerveau du cortex, mais qui a lieu directement dans les structures sous-corticales, et plus particulièrement dans un noyau qui s'appelle le noyau sous-thalamique. Ce noyau, il est impliqué dans le contrôle moteur, il est notamment pathologique dans la maladie de Parkinson, mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il est également décrit comme étant impliqué dans la régulation de ce seuil de décision. En gros, ce que fait ce noyau, c'est qu'il module
le seuil de décision et le repousse vers le haut, de telle manière à ce que l'évidence accumulée doit être plus importante pour donc passer le seuil et répondre oui, j'ai senti un stimulus. Donc, de nouveau, on a bénéficié d'un contexte clinique particulier qui est cette fois-ci non plus l'épilepsie, mais la stimulation cérébrale profonde. On a travaillé avec des neurochirurgiens à West Virginia University aux États-Unis qui implantent des patients dans le noyau sous-thalamique pour traiter la maladie de Parkinson. Donc, il y a cette électrode-là qui pénètre le cerveau, qui va jusqu'au noyau sous-thalamique, qui est ensuite stimulé avec ce neurostimulateur pour améliorer le tableau clinique du patient. Et donc, on a profité de ce contexte pour demander aux patients de réaliser la même expérience que je vous ai montré tout à l'heure, donc détecter des stimuli vibrotactiles et produire des jugements de confiance. Donc, c'est une expérience qui a lieu au bloc opératoire. C'est une chirurgie éveillée. Ici, vous avez le champ opératoire avec l'insertion ici de l'électrode dans le cerveau. Une fois que l'électrode est implantée, c'est une microélectrode qui permet de... Ce n'est pas celle qui est utilisée en clinique, mais c'est celle qui permet d'enregistrer l'activité du noyau sous-thalamique. Une fois que cette microélectrode est implantée, le neurochirurgien nous donne accès au patient pendant 20 minutes. Donc on vient avec notre petit laptop, comme vous voyez ici. Le patient vient de se réveiller d'une anesthésie locale, générale, et on a 20 minutes pour lui demander s'il détecte ou non ce stimulus et de fournir un jugement de confiance. Après ces 20 minutes, la procédure clinique suit son cours et ça n'a aucune incidence par la suite. Donc je vous montre là les mêmes représentations schématiques que tout à l'heure au niveau du cortex pariétal postérieur, sauf que là on est dans le STN, dans le noyau sous-thalamique, donc avec à chaque fois un raster plot et un moyen-âge au cours des essais. Et vous voyez le même type de représentation. Donc après le moment où le stimulus est présenté ici en 0, on a une augmentation du taux de décharge moyen des neurones du noyau sous-thalamique. Mais cette fois-ci, si vous avez bien suivi, vous devriez voir que cette fois-ci, ce sont les miss qui sont associés à un taux de décharge moyen plus important, alors que précédemment, c'était les hits. Donc, la courbe bleue était au-dessus de la rouge dans le cortex pariétal postérieur, et ici, dans le noyau sous-thalamique, c'est l'inverse. Ce qui va très bien avec l'hypothèse que le noyau sous-thalamique rehausse le seuil de décision, de telle manière à ce que quand le seuil est rehaussé, il y a plus souvent des miss que des hits. Si l'on regarde la même chose, cette fois-ci, selon les niveaux de confiance qui ont été donnés par les patients, que ce soit pour les hits ou pour les miss, ce que l'on voit de la même manière, c'est que les essais attribués à une confiance faible, ici en pointillé, sont associés à un taux de décharge dans le noyau sous-thalamique plus élevé que les essais associés à une confiance élevée. Donc c'est une évidence préliminaire concernant le rôle du noyau sous-thalamique dans la détection et la confiance, et ça s'aligne bien avec les travaux précédents dans le champ de la prise de décision qui documentent le rôle du noyau sous-thalamique dans le rehaussement du seuil de décision. Donc ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est qu'il y a donc un recouvrement des corrélats neuraux de premier ordre et de second ordre à différents niveaux de circuiterie dans le cerveau, que ce soit au niveau de l'électroencéphalographie, des millions de neurones mesurés au niveau du scalp, des neurones pariétaux et des neurones dans le noyau sous-thalamique. Et donc ces résultats-là nous permettent de redéfinir la conscience de premier ordre et de second ordre. On peut considérer dans ce cadre que la conscience de premier ordre est en fait une évidence accumulée qui est seuillée au cours du temps. Donc, si le seuil est passé, on répond que oui, on a détecté quelque chose. Si le seuil n'est pas passé, on répond qu'on n'a rien senti du tout. Et la conscience de second ordre, qui est étudiée via les jugements de confiance, peut être considérée comme le maximum de l'évidence accumulée au cours du temps. Ce qui nous fait dire que les rapports conscients impliquent des processus de prise de décision. Donc, pour faire une ouverture vers la clinique et la psychiatrie, je vais vous montrer deux projets qui sont en cours. Le premier qui est en collaboration avec Mircea Polozan au CHU de Grenoble, qui
qui concerne des patients avec des troubles obsessionnels compulsifs. Et on essaye d'étudier chez ces patients le déficit métacognitif qu'ils présentent via un rehaussement justement de ce seuil de décision. Donc, ce sont des patients qui sont également traités par stimulation cérébrale profonde dans le noyau sous-thalamique. Et on va essayer de voir si la stimulation cérébrale profonde permet donc justement de moduler ce seuil de décision et si le rehaussement de ce seuil de décision pourrait être à l'origine d'un aplatissement de la courbe qui relie la réponse de premier ordre à la confiance et donc une performance métacognitive moindre dans le trouble obsessionnel compulsif. Un autre projet qui, cette fois-ci, concerne la schizophrénie, qui est conduit avec Paul Roux à l'Université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines, qui s'intéresse donc au déficit métacognitif dans la schizophrénie, qu'on explique avec un autre modèle computationnel, qui est représenté ici à droite. Donc cette fois-ci, ce que l'on propose, c'est que les jugements de confiance proviennent non pas seulement de la qualité de l'évidence perceptuelle qui a été traitée par les individus, mais également par des indices sensorimoteurs, qui sont représentés ici par cette flèche, qui ont lieu lorsque les participants fournissent une réponse. Donc en gros, quand ils appuient sur un bouton, quand ils bougent une souris, quand ils évoluent dans le monde pour prendre une décision, ce que l'on pense, c'est que les signaux sensorimoteurs qui sont contingents à cette réponse de premier ordre viennent nourrir les jugements de confiance, viennent informer les jugements de confiance. Et on a des raisons de penser que dans le cas de la schizophrénie, cette contribution des signaux sensorimoteurs est réduite, ce qui également pourrait expliquer un aplatissement de la courbe et donc une performance métacognitive moindre chez des individus avec schizophrénie. Et donc, je suis en train, en ce moment, de conduire un projet qui s'appelle Métaction, qui est financé par le RC, qui vise justement, via des méthodes de feedback, à essayer de restaurer cette contribution amoindrie des signaux sensorimoteurs, que ce soit avec du feedback comportemental, donc leur montrer aux patients leur temps de réaction, leur trajectoire de souris, etc., ou des méthodes de bio ou neurofeedback en essayant de leur montrer directement l'activité, par exemple à l'EEG, qui leur permettrait de raffiner, de mieux calibrer leur jugement de confiance et par exemple de détecter leurs erreurs. Donc on est en train de développer ça au laboratoire dans des conditions bien contrôlées et dans un avenir un petit peu plus lointain, on aimerait développer ça dans le cadre de jeux sérieux pour atteindre une audience plus grande à des coûts moindres. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je tiens encore une fois à vous remercier. Toutes les informations, tous les papiers sont disponibles sur mon site web. Je remercie également tous les collègues qui travaillent avec moi sur ces projets, en particulier Michael Pereira, et toutes les tutelles qui nous permettent de réaliser ces travaux. Merci. Merci beaucoup, Nathan. Bon, tu les as pas entendus, le micro était coupé, mais tu as eu droit à des applaudissements fournis pour cette excellente présentation. Franchement, moi, j'ai trouvé ça très impressionnant. Alors, est-ce qu'on a des questions sur le Zoom ou dans la salle? Ouais, on a fait bien. Non, mais je vais répéter. Okay. Du coup, je ne sais pas si on a besoin du micro, mais vas-y. Okay. Bon, bah, déjà, oui, merci, c'était très bien, effectivement. Moi, j'ai une question sur la partie, sur la prédiction de l'EEG à partir des activités implantées. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ou bien suivi à ce moment-là, mais vous avez montré que vous pouvez prédire l'EEG à partir des réponses des neurones implantés, enfin, des mesures implantées, pardon. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire, ça, sur l'EEG? Si on peut prédire les réponses corticales de l'EEG à partir des mesures d'une petite population neuronale, on peut faire ça en fait. Est-ce que tu as entendu? Oui, je crois que j'ai plus ou moins entendu. Ouais. Ouais. Ah, si tu veux, je peux résumer. Hein. C'était par rapport à tes modèles computationnels d'accumulation d'évidence. Et du coup, la question, c'était à partir de quoi sont créés ces modèles? Est-ce que quand tu prédis le G, c'est à partir de... Il y a un acouphène là qui était... Ah, merci. Ouais. Est-ce que quand tu prédis l'EEG, alors c'était juste après, tu montrais que ton modèle fitait très bien avec l'EEG,
D'accord. Ah oui, d'accord. Ce fit-là, Ça? voilà, à partir de quoi c'est fait? Est-ce que c'est à partir des 3 neurones intracorticaux ou est-ce que c'est à partir d'un modèle, voilà, d'autres choses? Oui, Et comment c'est possible? d'accord. La question de Fabien, c'est comment c'est possible que seulement 3 neurones. Ouais. Est-ce que Oui, je j'ai retranscris saisi ta la première question. question. Ouais. Comment ça se fait que J'ai trois saisi. neurones reflètent le G? Ouais. Donc, il y a déjà, en fait, ça, ce sont des données électroencéphalographiques on ne fit pas les données neuronales. Donc, le patient, il avait des implants intracérébraux, pas de EEG. Ça, ce set de données-là, il est récolté chez des volontaires sains. Donc là, c'est un potentiel évoqué à l'EEG. Ce modèle d'accumulation d'évidence, en fait, typiquement, il est fité sur des distributions de temps de réaction. D'accord. Donc il n'y a pas de fit de données électroencéphalographiques. Nous, à la place de fitter des temps de réaction, en fait, on a fité la distribution et la forme de la réponse évoquée à l'EEG. Donc c'est assez technique. En fait, ça implique d'ajouter un paramètre de leakage dans le modèle de diffusion. Je ne sais pas si c'est quelque chose que la personne connaît, Non. la personne qui a posé la question. Mais en gros, voilà. Donc, au lieu de fitter des distributions de temps de réaction, on fit la forme de la réponse évoquée à l'EEG. Mais il n'est pas question de reproduire à l'EEG, de prédire l'EEG en fonction des réponses neuronales. Ce n'est pas ça qu'on a fait. Et du coup, ton modèle, là, il y a pas mal de paramètres. Comment vous gérez l'ajustement de ces paramètres? Comment vous choisissez ce qui est en- Donc, c'est une procédure d'optimisation comme tout fit. qui est sujet spécifique, du coup? Voilà, donc on fit un modèle par sujet, exactement. Et là, ce que je vous montre, c'est la moyenne à travers les sujets. Alors, il y a Jérémy Matou qui avait levé la main. Donc, Jérémy, je te laisse parler. On t'entend. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Parfait, c'est parfait. Merci. J'avais une question un petit peu en rapport avec ce qui vient de discuter, c'était justement sur les temps de réaction. Il me semble que c'est, de manière générale, les modèles d'accumulation d'évidence ont l'avantage d'expliquer à la fois le choix et le temps de réaction. Et ici, vous en avez assez peu parlé des temps de réaction. Je me demandais si, avant toute modélisation, ces temps de réaction, ils reflétaient cette confiance un petit peu. On s'attend tout bêtement à ce être plus rapide quand on est plus confiant éventuellement, même si c'est bruité comme relation. Mais voilà, est-ce que vous avez ce genre de relation dans vos données? Oui, oui, alors on les a dans d'autres expériences et c'est effectivement typique que le temps de réaction corrèle avec la confiance. C'est assez robuste. Mais en l'occurrence, ici, en fait, dans toutes les expériences que je vous ai présentées, le paradigme, qui est celui-ci, implique en fait un délai entre la fin de la fenêtre de stimulation et la réponse. C'est-à-dire qu'on force les sujets à ne pas répondre immédiatement. Pourquoi? Pour ne pas contaminer le signal, qu'il soit EEG, STN ou cortex pariétal, par une activité motrice. Donc en fait, on ne veut pas décoder l'appui-bouton, on veut décoder l'expérience subjective. Donc on a des versions de l'expérience où la personne pouvait appuyer sur un bouton dès qu'elle avait senti quelque chose. Dans ce cas-là, on a des temps de réaction qui sont informatifs et qu'on peut fitter effectivement avec ces modèles de diffusion. Ici, les temps de réaction ne sont pas informatifs parce qu'il y a un temps de latence qui est induit. Et donc, à la place de fitter les distributions de temps de réaction, on fit les distributions de potentiel évoquées, en fait. D'accord. Si je peux juste rebondir là-dessus, du coup, est-ce que, en fonction de ces deux types d'expériences, votre modèle d'évidence maximale, est-ce qu'il correspond mieux, il explique mieux un type d'expérience et moins l'autre, ou pas nécessairement? Je ne pense pas qu'on n'a pas comparé ça. Mais c'est un bon point de voir si l'évidence maximale permet aussi d'expliquer aussi bien les temps de réaction. C'est une bonne question et on n'y a pas encore répondu. Mais on a les données, donc je pense qu'on pourrait faire ça. Oui. D'accord, merci. Merci. On a une nouvelle question dans la salle, Alex. Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Ok. Moi, j'en ai une, bon, qui est un peu une question bête, mais sur ta manip avec le patient en cours de chirurgie. Donc, les questions que tu poses se font à leur réveil. Je me demandais, est-ce que au niveau
cognitif et perceptif, les patients dans cet état qui viennent de se réveiller d'une chirurgie, d'une anesthésie générale, ils sont aussi performants ou est-ce qu'il pourrait y avoir un biais ou une diminution de la perception ou Oui, cognitive? oui. Ça peut être, Clairement, c'est de loin l'expérience la plus difficile qu'on a jamais lancée. C'est vraiment compliqué de tester au bloc parce que bon, non seulement le patient se réveille d'une anesthésie, et puis il y a l'équipe de chirurgiens et puis enfin, de chirurgie autour qui fait son travail, donc c'est bruyant, c'est compliqué, c'est extrêmement stressant pour le patient parce qu'il a quand même une électrode dans la tête, puis on lui demande s'il est confiant ou pas. Donc, bon, c'est un contexte vraiment extrêmement particulier pour mesurer des données qui sont aussi extrêmement précieuses. Donc, il y a vraiment le pour et le contre. Ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne les patients la semaine qui précède la chirurgie pour qu'ils aient un peu voilà, ils aient ça en routine et c'est facile pour eux de mettre ça en place une fois qu'ils sont au bloc. Mais en fait, on ne cherche vraiment pas à comparer globalement l'activité et le comportement pendant l'entraînement et pendant le bloc opératoire, parce que c'est certain que leur seuil de perception est abaissé, que leur vigilance est moindre, c'est clair. Ah oui, et juste une dernière information importante, c'est que à chaque fois, en fait, l'intensité du stimulus est réglée via des procédures d'escalier psychophysique notamment. Et donc, elle est calibrée vraiment à chaque participant. Donc, quand le participant est au bloc, on adapte en gros l'intensité du stimulus pour qu'elle soit un petit peu plus élevée et que la tâche soit un petit peu plus facile pour le patient qui vient de se réveiller. il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Moi, ah si, on a une question. J'essaie d'orienter mieux. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Merci, c'était très intéressant. En fait, je suis un peu surprise de voir qu'il n'y a pas d'implication frontale dans la prise de décision. Et notamment, je me demandais si vous n'aviez pas plus de données, notamment peut-être en IRM, sur la connectivité entre SN et peut-être plutôt prédiction frontale sur l'apparition de la stimulation, en tout cas la perception de la stimulation. Et aussi le lien entre pariétal et STN, neuroanatomiquement, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas connectés. Donc, comment est-ce que ces deux systèmes pourront interagir pour rétablir ça. Je ne sais pas si c'est clair ma question. Oui, j'ai aussi, je pense, réussi à entendre les bribes. Donc, on n'a pas d'activité préfrontale d'une part parce que c'est pas vraiment là qu'on regarde. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente. Donc là, je suis pas en train de dire du tout que la conscience de premier ordre et de second ordre, c'est uniquement dans le PPC et dans le STM, hein, loin de là. Il y a toute une littérature, notamment, c'est vrai, en IRM, qui montre des régions du cortex préfrontal antérieur, l'aire de Brodmann numéro 10, par exemple, en ce qui concerne l'implication dans la métacognition. Pour la conscience de premier ordre, il y a tout un ensemble de théories, c'est d'ailleurs débattu, concernant la contribution du cortex préfrontal dans l'accès conscient. Donc c'est très certainement également impliqué dans nos tâches. Nous, en fait, on fait le choix en fait, d'avoir des mesures qui sont très précises, mais qui malheureusement ne couvrent qu'une infime partie du cerveau. À chaque fois, je vous montre des neurones, hein, donc on sample vraiment de manière très partielle ce qui se passe. Et enfin, entre la différence entre le STN et le PPC, ce que moi je propose, et ça mérite plus d'investigation, hein, c'est que vraiment le noyau sous-thalamique rehausse le seuil de décision et que le cortex pariétal, lui, est plutôt impliqué justement dans l'accumulation d'évidence. Donc, en gros, c'est deux boutons différents dans la régulation du processus de prise de décision. Et concernant leur contrôle, leur connexion anatomique ou fonctionnelle, bon, il y a énormément de connexions entre le cortex et le STN. Le PPC en fait partie. Ce n'est pas une des cibles particulières, mais les deux sont clairement liés. Et c'est quelque chose, cette connexion entre cortex pariétal et STN, c'est quelque chose que toi tu fais investiguer
Donc, on en rêve, c'est très compliqué. Donc, ça implique deux choses. Soit au bloc opératoire d'insérer en fait une électrode dans le cortex pariétal postérieur au même moment où l'implantation se fait. Donc, ça se fait dans quelques centres, notamment pour... il y a des bénéfices cliniques à ça, et puis également des protocoles de recherche. Ou alors, ce qu'ils font à Grenoble et à Paris notamment, c'est que les patients, une fois qu'ils sont implantés de manière chronique, on peut leur faire passer des expériences de magnétoencéphalographie notamment, ce qui permet de mesurer à la fois l'activité corticale et de moduler, d'avoir une vision du STM. Mais c'est pas, pour l'instant, on n'a pas encore accès à ces données-là, mais c'est vrai que ce serait nécessaire si on veut regarder le dialogue entre les deux structures. Est-ce qu'on a une dernière question? Moi, j'ai une dernière question, si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Et d'ailleurs, je m'excuse parce que je n'ai pas présenté nos co-chairs, qui est Thomas Fauvé, qui est à distance aujourd'hui. Mais c'est un peu compliqué, mais je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathan, pour la présentation. Moi, ma question, elle correspondait plutôt à la fin de ta présentation. Tu as parlé de perspectives dans la schizophrénie, ce qui est particulièrement intéressant pour nous parce qu'on touche quand même là à une dimension fondamentale de ce trouble. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez renvoyer, enfin de ce que vous allez utiliser comme feedback? Tu as parlé de feedback, de biofeedback. Est-ce que vous avez déjà des idées, des pistes de travail sur ce que vous allez utiliser dans l'idée d'utiliser les résultats que tu as présentés dans ce trouble? Oui, donc c'est des travaux qui commencent seulement maintenant, donc je ne peux pas avoir une réponse très, très précise, mais une expérience qu'on a faite avec Paul Roux, c'est basé sur le suivi des trajectoires de souris, en fait. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on demande aux patients et puis à des contrôles d'aller cliquer sur une partie de l'écran à droite ou à gauche pour indiquer leur réponse. Et ce que l'on peut mesurer, c'est qu'en fait, les trajectoires, les propriétés cinématiques des trajectoires de souris renferment des informations sur la confiance. Donc, en fait, ça corrèle avec les jugements de confiance qui va être donné quelques secondes après. Par exemple, si la personne accélère ou va plus ou moins vite ou a une trajectoire qui explore plus, qui est plus ou moins directe vers la cible, on sait que le jugement de confiance qui va être associé va différer. Donc, une possibilité, ce serait d'avoir une statistique qui résumerait un peu la trajectoire de la souris, la présenter à l'individu juste avant qu'il fasse son jugement de confiance, et puis lui suggérer que selon ses propriétés cinématiques de trajectoire, nous, on peut deviner que vous devriez être confiant à X, plus ou moins X%, par exemple. Donc, trajectoire de souris, c'est une des choses assez simples qui permet de faire ça, par exemple, à la maison, sans algorithme trop compliqué derrière. À l'EEG, évidemment qu'on pourrait aussi trouver des signatures de la confiance et puis leur présenter cette fois-ci en neurofeedback. Ce n'est pas encore quelque chose qu'on a commencé à explorer. Ça va venir, dans les 5 ans à venir, normalement. Ok. Bon, mais Nathan, merci beaucoup. On va te réapplaudir, comme ça tu vas l'entendre cette fois. Merci à vous.